Passez-moi le PDA. Je voudrais appeler le sorcier numérique. C'est un Jedi numérique. Il est hallucinant. C'est dans Die Hard 4, Retour vers l'enfer. Pour ceux qui sont amateurs, ce genre d'image a bercé les 20 dernières années sur l'idée que le tech, le geek, l'informaticien, c'est un sauveur du monde. J'espère que vous êtes prêts parce qu'on a des grandes responsabilités. Il y a un type que j'aime bien qui s'appelle Stewart Grant qui dit quand la technologie ou les nouvelles technologies arrivent, soit vous êtes dans la machine, soit vous êtes sur la route. Moi, je préfère avoir l'idée qu'on est dans la machine, pour l'instant. Mais il y a quelque chose autour de l'humanité dont on va parler ce matin. Donc, je voudrais vous dire deux choses avant de commencer mon introduction. C'est que je suis très fier et très honoré d'être là devant vous et que je sais très bien qu'on a une grande responsabilité collective dont on va parler tout à l'heure, autour de la culture et d'une certaine idée de ce que c'est l'informatique en France aujourd'hui. Je m'appelle Marc Bousquet, je suis le directeur général des activités cloud pour la France, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas chez Accenture. Alors, hier soir, c'était assez marrant, j'ai eu pas mal de discussions et pas mal de questions autour de ce que faisait Accenture et qu'est-ce qu'on faisait là. On a eu la chance de se rapprocher avec Link by Net depuis le début de l'année. Et je voudrais d'ailleurs remercier toute l'équipe de Link by Net qui me permet d'être aujourd'hui ici. Et d'ailleurs, comme c'est eux les organisateurs et qui sont vraiment incroyables, si vous voulez bien, on va les applaudir juste une première fois pour ce matin. Merci à tous. Alors depuis 2015, je sais que ce D-Days, c'est quelque chose d'important et j'ai été flatté évidemment et honoré d'avoir été proposé pour ouvrir cette keynote et parler un tout petit peu de ce qu'on fait et de ce qu'on imagine. Et quelque chose qui me tient à cœur, c'est de vous expliquer, vous dire tout de suite que évidemment l'histoire de l'humanité, l'histoire de la culture pour moi elle est clé et c'est pas juste être dans une grande boîte comme Accenture qui nous permet de donner des leçons aux autres. Au contraire, en ce moment on en reçoit beaucoup. Et il y a quelque chose d'important au travers de ça ou de ces échanges qu'on a en ce moment et qui va être important autour du D-Day. Finalement, quand on se retrouve dans une situation comme celle-ci où on a la chance d'avoir un parterre d'experts, de gens très sachants qui sont autour de nous, c'est l'occasion de réseauter, d'ouvrir le réseau et d'ouvrir encore plus nos chakras. Ça va être quelque chose qui va être important toute la journée. Mais hier soir, j'ai eu quelques discussions autour de ce que faisait Accenture. Donc nous, on s'est rapproché de Link by Net parce qu'on fait du cloud, mais on fait surtout de la techno. En fait, qu'est-ce que fait Accenture? C'est une grosse boîte mondiale qui a l'air comme ça d'une world company, mais en fait, en réalité, on est quand même assez humain et assez autonome en termes de pays. Donc moi, j'ai la chance d'avoir un groupe de gens, et pour nous, la relation, c'est la culture cloud. Culture cloud, culture, on va dire de la custom architecture, culture du DevOps, DevSecOps, comme reprenait hier soir un de nos amis. Finalement, on fait ça au quotidien. Un peu massivement, mais surtout on a la chance d'avoir des tribus et des groupes qui gardent une certaine autonomie. J'ai vu qu'aujourd'hui on avait Octo avec nous. Octo fait partie du groupe Accenture, mais ils ont une grande autonomie parce qu'en fait c'est des esprits libres et c'est important de l'être. Et d'ailleurs les esprits libres c'est un peu ce qu'on est tous. Finalement c'est assez important de se rappeler qu'on a tous besoin d'innover et de continuer à créer. Et pour créer il faut évidemment un certain nombre de choses dont probablement cette effervescence que vous aurez aujourd'hui. Il y aura 35 speakers aujourd'hui. D-Day, c'est quelque chose qui amène les meilleurs d'entre nous à discuter, j'espère, quand je dis entre nous, d'entre vous, à discuter de sujets aussi divers que le change management, ça j'ai vu, mais j'ai vu aussi du CI/CD, du GitOps, j'ai vu DevOps, DevSecOps, des expériences clients. Donc comme disait Pablo de chez Binext, no bullshit, vous pourrez rencontrer des personnes qui ont vécu des expériences. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de clients qui sont ici, des clients ou des utilisateurs plutôt, si on veut dire, qui sont une prolongation de notre collaboration, des utilisateurs qui, au quotidien, ont vécu des choses et qui nous entraînent à notre tour à nous poser la question de savoir ce qu'on peut tirer de ces expériences. Hier soir, j'avais une discussion avec quelqu'un de Rexel qui était vraiment très, très intéressante parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a tous les mêmes problèmes. On doit tous convaincre quelqu'un d'autre, on doit tous amener la technologie à un autre niveau. Donc, vous aurez l'occasion d'avoir des keynotes, vous aurez l'occasion de visiter, et je voudrais remercier l'ensemble des sponsors et de tous ceux qui ont fait les stands. Vous avez la présence de sociétés vraiment sympas et la plupart du temps très innovantes. Donc c'est l'occasion de vraiment sous-écouler le truc et d'aller un peu plus loin. Si je reviens sur les D-Days, donc l'épine dorsale, presque le manifeste de D-Days, c'est DevOps au départ. Aujourd'hui, DevSecOps, c'est peut-être plus au-delà. Mais vous vous rendez compte que quand on dit DevOps, comme on se coupe du reste du monde,
Parce que la réalité, c'est qu'on a un grand devoir, on a une culture ou une communauté, on va dire, qui est aujourd'hui un tout petit peu coupée du reste du monde. Je vous dis ça de ma vision. Je pilote cette activité, donc c'est quelque chose, on est à 4000 dans le groupe qui faisons du cloud chez Accenture, et c'est une boîte qui est mondiale, donc j'ai l'occasion d'aller voir en Europe et un peu partout des tas de décideurs. La plupart d'entre eux ne comprennent pas les mots qu'on utilise entre nous. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc on a des grandes responsabilités. Et ce qui est compliqué, c'est que nous qui faisons d'une part de la stratégie et d'autre part de la technologie, il nous faut pouvoir réunir les deux. D'un côté, ramener les décideurs et ceux qui sont et qui nous appellent pour les aider à comprendre pourquoi il y a quelque chose autour de la culture et de la dynamique. Et justement, de culture, on va en parler aujourd'hui, un tout petit peu, et on va commencer à en parler tout de suite, là, entre nous, parce qu'il y a 2 ou 3 choses qui sont importantes à mes yeux, dont je voudrais vous parler. C'est que on est une communauté, et pour moi, c'est très important l'informatique en France. Parce qu'en France, il y a quelques clusters d'excellence. Le luxe, les produits manufacturés autour de la cosmétique, on a l'aéronautique, on a peut-être la défense, l'informatique en fait partie. Et c'est assez curieux parce que moi, je suis d'abord un citoyen français et je trouve qu'on n'a pas passé la barre. Il y a quelque chose, une espèce de plafond de verre qui nous empêche d'aller au-delà. Et ce au-delà, c'est quoi? Quand on voit le succès, par exemple, de sociétés comme Miracle, c'est génial. D'ailleurs, ils sont là aujourd'hui. C'est génial d'avoir des licornes, d'avoir vraiment des sociétés qui prennent le pas. Mais on a un petit problème de décalage entre notre connaissance et la connaissance géniale et générale qu'on peut avoir partout dans le monde. Et on n'est pas arrivé à faire ça parce que je pense qu'on n'a pas pris tout à fait compte ou en compte l'aspect communautaire extrêmement important qu'il faut continuer d'avoir et d'ouverture. Parce qu'on a une grande responsabilité. Si vous vous rappelez, il y a 20 ans, 50 ans, on va dire, on appelait Michel Serres ou Deleuze pour parler philosophie et regarder le monde. Aujourd'hui, on demande à Satya Nadella, on demande à Elon Musk, ou on demande à quelqu'un d'autre. En disant ce sont des geeks ou des techs. Donc du coup, l'image qui se fait de cette communauté est un petit peu erronée. Et comme on rajoute la sémantique, c'est-à-dire le fait qu'on utilise des mots et des codes entre nous, ben, d'un côté c'est super parce qu'on est une communauté et on a une culture, mais d'un autre côté on a une grande responsabilité qui s'appelle la pédagogie. Et dans la responsabilité pédagogique, il faut prendre un peu de temps pour expliquer des choses qui se font finalement assez simplement pour nous et très compliquées pour les autres. Et il y a un deuxième aspect qui est important, c'est d'agrandir la communauté. L'agrandir en faisant sûrement plus d'écoles, en allant chercher plus d'experts et en allant avoir un regard neuf. Et là, je vais vous dire que l'intelligence collective, elle vient de la diversité. Et cette diversité, aujourd'hui, elle est intéressante, mais si vous regardez aujourd'hui, le nombre de femmes dans cette salle est assez pauvre. Et donc, on a un petit problème. Alors, je me suis dit que c'était une bonne idée. C'est un truc qui nous tient à cœur. Ailing by Net m'en a parlé le premier jour. On s'est rencontré avec Stéphane et Patrick et Julien Trassard, le CEO. Et la première chose qu'ils m'ont dit, c'est nous, on est centré sur l'humain. Il y a un truc très important, c'est qu'on soit divers. Eux, ils parlaient plus généralement des communautés, de la façon de faire. Moi, je parlais en particulier de la diversité homme-femme parce que c'est un premier combat qu'on mène et que j'essaie de mener avec l'idée qu'il nous faut équilibrer, ne serait-ce que parce qu'il y a 50% de nos utilisateurs, sûrement plus, qui sont des femmes. Et donc, quand on est dans le product management ou qu'on fait du code, comme j'en ai fait pendant longtemps, eh ben, on ne peut pas se permettre l'idée d'avoir des biais cognitifs qui nous emmènent à coder comme un homme pour une femme. Ça n'existe pas. Enfin, en tout cas, le résultat peut être pas désastreux, mais pas super bon. Du coup, je me suis dit que c'était une bonne idée de travailler là-dessus. Mais Benjamin et toute l'équipe du DevOps, D-Days, avaient décidé déjà d'attaquer ce sujet. Et quand je dis attaquer, c'est parce que nous avons la chance d'avoir quelqu'un qui est assez offensif sur le sujet, que j'aime beaucoup. Et je vous demande d'accueillir avec moi Déborah Loy. Bonjour, merci. Je vais essayer de ne pas être trop offensif quand même. Donc Déborah, qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'on s'assied, Marc? Avec plaisir. Hein, on se met bien. Donc on a réfléchi à cette part et il y a une question qui revient. Donc la première question que j'avais hier soir souvent, c'est qu'est-ce que fait Accenture? Donc de la stratégie, de la techno, des tas de choses intéressantes, mais surtout de la tech. Et puis la deuxième question qui arrivait souvent, c'est pourquoi la diversité, pourquoi c'est important? Et puis d'abord, c'est qui Déborah Loy? Et elle fait quoi? Bonjour à tous. Merci beaucoup de nous avoir invités. Je trouve que notre présence ici est significative et je pense qu'elle montre que voilà, la prise de conscience autour du besoin de diversité commence à infuser et on voit que des actions concrètes sont prises. Donc moi, je m'appelle Déborah Loy, je suis directrice générale de Sista.
Sista, S-I-S-T-A, c'est un collectif qui a été fondé par des femmes entrepreneurs et investisseurs. Vous connaissez peut-être Céline Lazorte, qui est la fondatrice de Litchi, la cagnotte que vous avez certainement utilisée pour faire des cadeaux à vos potes pour leurs anniversaires. C'est notamment elle qui est à l'origine de ce collectif-là. Le constat, c'était il y a 3 ans, elles ont regardé autour d'elles et elles se sont dit, tiens, on est assez seules en tant que femmes dans la tech. Moi, avant Sista, j'étais journaliste. J'ai travaillé 5 ans aux Échos, où j'ai couvert la tech et les startups. J'ai notamment couvert la blockchain. Alors, autant te dire que dans les événements blockchain, souvent, j'étais toute seule, ou alors il y avait peut-être une autre nana ou deux, et on se regardait désespérément d'un bout à l'autre de la salle. Donc, j'avais moi-même fait ce constat qu'il y avait peu de femmes dans la tech. Céline Lazare, Tatiana Jama et Valentine Delasteri se sont dit il faut qu'on mette des chiffres sur ce sujet. C'est-à-dire que ça ne suffit pas de se sentir seule, ça ne suffit pas de regarder des salles. On a besoin de statistiques, on a besoin de données et on a besoin de mettre un gros coup de pied dans la fourmilière. Et notamment auprès des investisseurs. Donc l'enjeu de Sista aujourd'hui, c'est de réduire les écarts de financement entre les hommes et les femmes entrepreneurs. Et on travaille à la fois avec des femmes fondatrices de start-up et avec des investisseurs en capital risque pour essayer de leur faire prendre conscience de leur biais cognitif et du fait qu'en fait, aujourd'hui, quand ils reçoivent une femme, ils ne projettent pas le succès de la même manière que sur un homme et que donc ça crée des biais et qu'on est en train de créer le monde de demain aujourd'hui avec 50% de l'humanité et que c'est dommage. Oui, c'est dommage, mais il y a quelque chose, c'est qu'on a quand même l'impression que c'est partout pareil, que finalement, pourquoi on en est là ? Alors, longue histoire. Non, mais ce qui est intéressant, bon, déjà, effectivement, il y a beaucoup d'industries dans lesquelles il y a un problème. Aujourd'hui, la tech fait pire que l'industrie, quand même. Donc, juste, j'aimerais souligner ça. C'est assez terrible. On pourrait penser que voilà, la vieille bonne industrie serait plus masculine que la tech. C'est pas le cas. Donc, il y a des progrès à faire partout, mais dans la tech, on a particulièrement besoin de s'atteler au sujet. Et pourquoi on est sous les projecteurs ? Moi, j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui me disent oh, « ça va, pourquoi nous ? Arrêtez de nous embêter, ça suffit, on a autre chose à faire. Déjà, on crée plein d'emplois, et c'est vrai. » Mais pourquoi on target principalement la tech ? C'est parce qu'on est en train de construire le monde de demain ensemble aujourd'hui. On est en train de construire les usages, les produits qui vont façonner la société de demain. On voit à quel point les boîtes tech, les GAFA, je sais pas, on doit dire Gamma maintenant, je me suis posé la question. Nous, on dit amigos. les GAFA ou Gamma, on voit le pouvoir qu'ils ont aujourd'hui. C'est des boîtes qui sont plus fortes que certains États. Et donc, il est fondamental d'embarquer toute l'humanité avec nous dans ce combat-là. Donc, voilà pourquoi, en particulier, la tech. Ce qui est intéressant sur ta question de pourquoi on en est là, c'est que en fait, l'informatique, à la base, c'était un truc de nana. C'est-à-dire que tu as des femmes comme Ada Lovelace qui a codé le premier algo exécuté par un ordinateur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, à l'époque, on considérait la tech comme un peu la dactylographie, qui était clairement un métier de femme. Voilà. Et en fait, au moment où c'est devenu un petit peu attractif, où on s'est rendu compte qu'il y avait de l'argent à se faire, la balance s'est complètement inversée et ça a été trusté par les hommes. Et depuis, en fait, c'est le seul métier dans les métiers techniques sur lequel on a vu une dynamique de diminution de la présence des femmes, alors que dans tous les autres métiers techniques d'ingénierie, on voit une augmentation. Donc, il y a un vrai sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est seulement 17% des devs en France qui sont des femmes. 17%, c'est vraiment tout petit. Et il y a 40% des femmes devs qui bossent dans l'informatique qui arrêtent, qui changent de carrière dans les 10 premières années de leur carrière. Donc c'est énorme, il y a un turnover énorme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans un écosystème qui n'est non seulement pas attractif pour les femmes, donc la moitié de l'humanité, et on est dans un écosystème qui, en plus, ne les accueille pas bien, ne sait pas les accueillir et ne sait pas les retenir. Alors que c'est des profils hyper recherchés. On pourrait se dire, a priori, elles doivent avoir des bonnes conditions parce que toutes les boîtes essaient de les recruter et tout, mais non, elles s'en vont de ces carrières. Donc le constat est assez alarmant. Il faut vraiment qu'on prenne le sujet en main. Et moi, ce que j'aime beaucoup dire, c'est qu'on a tous notre rôle à jouer. On est tous biaisés, qu'on soit un homme, une femme. C'est la manière dont notre cerveau fonctionne qui fait qu'on a des biais et qu'on ne considère pas de la même manière un homme et une femme. Moi, je me suis rendu compte, par exemple, quand j'étais journaliste, que quand j'appelais quelqu'un, je demandais toujours le directeur et la secrétaire. Pourquoi ? Ben voilà, non mais c'est un biais. Et en fait, est-ce que je suis fondamentalement sexiste ? A priori non, vu le travail que je fais aujourd'hui. Mais simplement, j'ai grandi dans une société où tous les hommes, enfin tous les directeurs étaient des hommes, toutes les secrétaires étaient des femmes, dans toutes les séries que j'ai regardées, dans tous les films que j'ai regardés. Et donc inévitablement, je projette un poste, tu vois, de directeur sur un homme et un poste de secrétaire sur une femme. Et en fait, c'est
je trouve que c'est une aventure intellectuelle assez intéressante en fait, de repenser ces biais, tu vois, de repenser la manière dont on perçoit la société pour travailler sur construire un monde plus inclusif. C'est marrant parce que en 2017, pour vous montrer la puissance du biais cognitif et du problème qu'on rencontre, en 2017, on a fait une expérience avec Carnegie, l'université américaine, où on a demandé à une IA d'aller chercher, certains connaissent l'histoire probablement, on a demandé à une IA d'aller chercher des photos et de regarder quels étaient les objets, les êtres qui étaient dans une cuisine. Au bout d'un moment, quel que soit l'être vivant, au bout de 50 000 photos, l'IA, quel que soit l'être vivant dans la cuisine, il considérait que c'était une femme. Un chien, peu importe. Un être vivant, c'était une femme. Parce qu'en fait, les quantités de photos et de témoignages qu'il y avait sur Internet, passés dans le passé en tout cas, montraient systématiquement une femme dans la cuisine. Donc en fait, le biais était tel que c'était impossible pour une IA non programmée avec un biais anticognitif, donc, ou en tout cas corrigé, d'aller vers ça. Donc ça montre aussi quelque chose autour de la place, donc de la place de la femme dans la société. Et donc du coup, nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Et surtout, pourquoi, enfin, j'ai vu une statistique alarmante où il y a peut-être 11 ou 13% de femmes dans des cursus techniques IT aujourd'hui dans les écoles d'ingénieurs en France. Donc, est-ce que nous, on peut faire quelque chose? Et puis, finalement... Ouais, sur la partie produit, je pense que c'est hyper intéressant parce qu'il y a effectivement une composante business, il peut y avoir une composante de sécurité. Ouais. Moi, j'avais Joëlle Pinault, que vous connaissez sûrement, qui est une grande chercheuse en intelligence artificielle qui s'occupe de l'IA aujourd'hui chez Facebook au Canada et qui me racontait que son premier stage, elle était arrivée dans une boîte qui faisait de la reconnaissance vocale pour des hélicoptères. Pour des pilotes d'hélicoptères et elle était arrivée dans la boîte et ils se sont rendus compte avec son arrivée qu'ils n'avaient pas testé leur produit sur une voix de femme et qu'en fait du coup ça fonctionnait pas. Donc tu vois, ça peut poser un vrai problème de sécurité où tu vas développer un produit qui le jour où il est utilisé par une femme ne fonctionne pas. C'est quand même extrêmement problématique. Si on veut rester sur un truc tu vois hyper basique business, on a des arguments pour ça, au-delà de l'argument moral d'avoir envie de construire un monde inclusif. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Donc en gros, ce que montre l'histoire de la présence des femmes à des postes dans l'informatique, à des postes notamment de dev, je ne sais pas si on parlait déjà de dev à l'époque d'Ada Lovelace, mais probablement, c'est qu'il n'y a rien de biologique qui fait qu'une femme ne peut pas coder. Voilà. Globalement, on n'est pas câblé différemment. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant à souligner, c'est qu'il y a des pays dans lesquels on arrive à la parité, notamment la Malaisie. Parce que c'est des pays dans lesquels il est considéré que l'informatique est un job de femme. Pourquoi? C'est un job qui ne salit pas et qui n'est pas physiquement fatigant. Tu vois, c'est marrant. Et en fait, non, mais on peut percevoir, c'est vrai, quand tu penses que tu es derrière un ordinateur, si tu perçois les hommes comme des êtres devant être sur les chantiers dehors et porter des choses lourdes, pour citer OSS 117, voilà, on arrive au constat que l'informatique est un métier de femme. Et en fait, donc culturellement, quand c'est projeté comme un métier de femme, on arrive à avoir 50% de femmes ingénieures. C'est le cas aussi, les femmes sont plus représentées dans ces métiers-là dans les pays du Maghreb. C'est le cas notamment en Bulgarie. Enfin, voilà, on voit qu'il y a une vraie composante culturelle au fait qu'aujourd'hui, les femmes ne sont pas attirées par ce métier et qui n'y restent pas. C'est encore un autre sujet. Mais, donc, ça veut dire que quelle est notre responsabilité collectivement aujourd'hui? Bon, parce que c'est bien de dire c'est mal, mais la culture, c'est quelque chose qu'on construit tous, en fait. Individuellement. C'est-à-dire que moi, quand j'appelle et que je demande le directeur systématiquement, je me pose une brique sur la construction de la culture. Donc, le devoir que vous avez aujourd'hui, vous, en tant que personne travaillant dans la tech, c'est de faire en sorte que la culture que vous êtes en train de construire dans vos entreprises, et même, enfin, je ne parle pas que des managers, je parle vraiment de n'importe qui à n'importe quel niveau, est inclusive et n'est pas excluante. Et donc ça, c'est une responsabilité qu'il faut prendre au quotidien, c'est-à-dire de réinterroger peut-être ces réflexes, les réflexions qu'on peut faire, les blagues qu'on peut faire. Moi, je suis pas quelqu'un qui dit on peut plus rien dire, on peut plus rigoler, j'aime beaucoup faire des blagues, il n'y a pas de problème. Mais c'est intéressant quand même de s'interroger sur, aujourd'hui, vu la situation de dominance absolue des hommes dans cet écosystème, est-ce que si la seule nana qui est dans votre équipe, vous passez la journée à lui faire des blagues sexistes, ça ne va pas la saouler au bout d'un moment?
La réponse, c'est oui. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus rien dire, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se marrer, mais ça veut juste dire qu'on est dans un contexte où effectivement, il faut faire un peu plus attention. Et peut-être que quand on sera à 50-50, il y a des blagues qu'on pourra refaire et ça sera beaucoup mieux pris parce qu'en fait, tout est une question de contexte. Donc, c'est comment vous essayez au quotidien de faire refléter votre métier comme quelque chose qui est un job accessible à tout le monde, qui est un job sympa. Tu l'as dit, c'est un job qui amène des responsabilités, c'est un job extrêmement créatif. Et donc, c'est quelle image vous donnez de ces jobs-là que vous faites au quotidien et comment vous faites en sorte que les femmes autour de vous et les petites filles, peut-être si vous avez des enfants ou des amis qui ont des enfants, les petites filles puissent se projeter aujourd'hui en se disant, en fait, moi, je peux très bien faire le travail que n'importe qui dans la salle fait. Ça prend du temps. C'est un travail qui est long, on est sur un changement de paradigme culturel, mais moi je pense qu'au niveau individuel, si on s'y met tous petit à petit, on peut y arriver. Donc voilà, vous avez, j'espère, eu des éléments ou des arguments qui sont importants. Personnellement, moi je me projette ou je pense que c'est une responsabilité importante de continuer à faire grandir le métier de l'informatique en France en particulier, parce que je pense que c'est un lendemain pour nous. En plus, il y a l'accès Tech for Good que je ne cite pas ou que je n'ai pas cité encore, mais qui sont des éléments aussi importants, parce qu'on a la chance d'être aux manettes, un certain nombre de décisions et de choses qui sont faites. Alors, pour conclure, je vous dirais juste deux petites choses. Il y a une intention autour de notre culture. La culture, c'est finalement des comportements et des rituels. On a tous des soirées reblochons, on a tous des trucs, des meet-up, on a vraiment tout un tas de façons de faire. Il faut en rajouter un petit comportement, un petit quelque chose qui est de lever la tête et de regarder aussi la présence féminine et de les accueillir et donc de faire juste attention qu'on ne soit pas une barrière nous-mêmes pour eux. La deuxième, c'est cette notion de communauté est importante en termes de networking et aujourd'hui vous avez l'occasion rêvée, préparée par Link Bagnette aux petits oignons, avec tous ceux qui sont là aujourd'hui, un tas d'experts, de clients, de gens qui ont vécu des histoires, de raconter de façon assez étayée et encore une fois qui ont été vécues, ce qui est le quotidien de nos experts et de nos expertises. Et puis il y a un troisième aspect qui est intéressant, c'est que finalement, on a l'occasion de rayonner toute la journée, de rayonner au-delà. Et puis ça veut dire qu'on a l'intention tous peut-être de porter le flambeau. En tout cas, si vous n'avez pas l'intention, ce n'est pas grave. Mais pour ceux qui sont intéressés, il y a un tas de choses à faire. Il y a un tas d'associations, il y a entre freelance, entre des communautés qui sont soit sur le rayon de la diversité, la communauté open, les aspects de Tech for Good, tout ça, c'est souvent extrêmement bien structuré en France. On a la chance d'avoir ça. C'est juste qu'on manque un peu d'énergie et probablement qu'il y a un truc autour du gouvernement qui ne prend pas, à mon avis, oula, ce que je suis en train de faire là, assez de poigne sur ce sujet un peu de la responsabilité. En tout cas, merci beaucoup Déborah d'avoir passé ce petit moment avec nous. Merci à tous d'être aussi nombreux. J'espère que vous allez vous éclater. Surtout, ouvrez vos chakras, réseautez. Et puis, croisons-nous. Et à l'occasion, n'hésitez pas à me solliciter si vous avez des questions ou s'il y a un truc qui vous paraît pas clair dans ce qu'on vous a raconté ce matin. Pour moi, c'est simple, hein. Il y a un truc à faire en France avec l'informatique. On est tous ici pour en parler. On va partager évidemment un petit peu de ce qu'on a vécu. Mais aussi, c'est l'occasion rêvée de se sentir juste en sécurité autour d'un certain nombre de cultures communes. Et ces points communs, c'est... vous l'appelez comme vous voulez, Tech, Geek, Cloud, DevOps, D-Day. Bonne journée à tous. Merci.